Il y a quelque chose de sombre, rien que par l'histoire que ça représente. Parfois, c'est une histoire dans un grand plan, parfois c'est l'histoire dans un plan plus serré. 3095 Days, c'était le siège de Sarajevo, donc une femme jouée par Maribel Verdú traverse la ville, traverse ce qui était appelé à l'époque de Sniper's Alley, qui était le parcours le plus à la fois obligé mais à la fois très dangereux de la ville, pour arriver dans une répétition de l'orchestre de la Philharmonie de Sarajevo, qui n'ont pas arrêté ni de répéter ni de faire des concerts pendant ce temps-là. C'est vraiment un grand plan sur comment une situation géopolitique vient bafouer la vie des gens, la vie de cette femme en l'occurrence, et aussi à travers elle, à travers sa respiration, comment ça vient s'imprimer dans une pièce de musique, comment ça vient dérégler les tempi. En fait, c'est la respiration qui est déréglée elle-même par le danger, par le fait de courir, de retrouver son souffle. Et d'un coup, on redécouvre une pathétique qui n'est pas exactement comme elle était écrite, mais qu'elle est imprégnée par des tempi d'actualité, on va dire. Dans Time No Longer, une partie de l'inspiration vient du Quartet pour la fin des temps de Messiaen, notamment le mouvement qui s'appelle l'Abîme des oiseaux. Et que moi, en collaboration avec Olivier Guanard et André Vida, réarrangé pour deux instruments, c'est-à-dire pour le clarinette, l'instrument d'origine, et un saxophone qui renvoie à l'histoire de Ron McNair, qui était un des premiers astronautes afro-américains aux États-Unis, mais aussi un très bon musicien qui jouait le saxophone et qui devrait enregistrer la première fois en espace. Malheureusement, c'est resté une intention parce que le jour qu'il devrait enregistrer ça, c'est aussi le malheureux jour de l'accident du Challenger où brièvement après le décollage, le Challenger a explosé. Pour Time No Longer, il y a l'intervalle comme dans 3095 Days. Dans 3095 Days, il y a l'intervalle entre une femme qui va joindre un orchestre et la femme musicienne et l'orchestre qui répètent en parallèle. Ils sont synchrones, après c'est désynchrone par rapport à ce qui se passe dans la ville de danger. Time No Longer, c'est clarinette et saxophone. Et tous les deux, ils s'accompagnent, pas tellement pour faire un duet, mais produire comme un accompagnement fantomatique. Messiaen, quand il a composé cette pièce, il était prisonnier de guerre, comme soldat français, prisonnier des Allemands. C'est une pièce de musique à la fois très belle, mais qui est la plus connue jamais écrite dans une situation d'emprisonnement, d'être captif d'une situation. Et pareil, Ron McNair, lui aussi, il était captif dans l'espace et son intention d'enregistrer cette pièce pour saxophone n'a pas eu lieu et c'est un peu comme s'il restait un peu dans la forme d'une intention en limbo, quelque part entre la terre et le ciel, dans un purgatoire construit par l'homme. Il y a plusieurs choses qui m'intéressent dans le son et comment ça peut venir se faire imprégner par le réel, nous donner d'autres ouvertures pour ressentir le réel ou parfois l'actualité. Parmi ces pièces, il y en a qui sont des chefs-d'œuvre, précoces par rapport au moment quand elles ont été composées, mais aussi elles représentent très très bien l'époque à laquelle ils appartiennent. Par exemple, dans une pièce, la pièce avec Ravel, j'étais intéressé de voir qu'est-ce qui se passe si en développant cet intervalle entre deux pianistes qui jouent la même partition, les mêmes notes, mais qui ne sont pas tout le temps synchrones entre eux et avec leur orchestre, comment ça va commencer à produire un paysage d'intervalles qui grandissent, qui se réduisent, produire des moments de syncopage, des moments de rythme qui n'étaient pas écrits par Ravel, mais qui étaient rendus possibles par son écriture, par contre. C'est des potentiels qui sont dans la pièce, que moi je devine souvent intuitivement, et après, par l'intuition, je commence à analyser en collaborant aussi avec des musiciens.
Mais mon intérêt principal, c'est d'utiliser cette pièce et un peu comme si je l'accompagne vers son futur, vers notre présent. C'est de considérer la musique comme un corps qui est à la fois comme un fossile, qui est à la fois fermé et on peut l'apprécier tel qu'il est, mais par le développement du projet, de pénétrer ce corps, de l'ouvrir, et en l'ouvrant, ça permet de ressentir des choses qui n'appartiennent pas forcément au passé, mais appartiennent au présent. Mon rapport avec la musique, il passe à travers mon travail. Il n'y a pas un rapport autre, plus privé. C'est plus du rearrangement ou décortiquer. Ça permet de composer le rapport du temps avec l'espace. Produire des nouvelles perspectives par rapport à comment on regarde, comment on écoute. Désaxer un peu les rapports qu'on a souvent avec les images en mouvement. Ne pas produire des géographies qui sont très symétriques. Produire d'autres perspective d'approcher ou de traverser une pièce, une projection, un film. Souvent dans les films, pas tous, mais quand j'ai pu, je m'intéresse à l'élan qui amène le geste. C'est un peu comme s'il y aurait une possibilité de capter ce qui précède le geste. Par exemple, dans Long Sorrow avec Jamil Mundok, le saxophoniste qui est suspendu en hauteur d'un bâtiment à Berlin, on voit à peine le saxophone, mais on voit son effort, on voit la respiration, on voit ses joues, on voit, on voit les notes arriver, le geste devenir. Et c'est justement ce qui m'intéresse le plus, c'est pas le geste, mais le devenir du geste. Un coude qui deviendra un coude arché. Une respiration qui deviendra un fredonnement, plutôt que le coup d'archet ou le fredonnement. Cette histoire de l'intervalle. Si dans l'interview à l'intervalle, c'était entre ma mère dans son passé et ma mère dans le présent. Dans Nocturne, cet intervalle, c'est entre deux personnages qui sont quelque part entre le réel et la fiction, mais pas dans la mesure qu'on veut mélanger du réel avec la fiction, comme un style ou une approche dans le cinéma, mais dans la mesure comment ils ont invité la fiction dans le réel. Et c'est ça qui m'a intéressé. Maud, ce qui m'intéressait, c'est vraiment le personnage qui naît dans l'intervalle entre les deux caractères. Je les nomme toujours les pièces techniquement ce qu'elles sont. Ça dépend comment elles vont s'intégrer dans un espace ou dans une expo. Ils ont cette possibilité de muter un tout petit peu. Après, pour moi, c'est un peu comme des objets qui se développent dans le temps. Donc, ce qui m'intéresse, c'est produire une sorte d'apaisanteur entre les films et les visiteurs. De produire un peu des fonctionnements ou des présences de gravité qui changent pour produire des moments d'attraction ou de relâche entre les films, entre eux-mêmes et les films et les visiteurs. Ben, je prendrais comme exemple, c'est un film qui sera aussi dans l'expo Take Over, où c'est le rapport entre à la fois un pianiste et un piano qui joue tout seul, un piano 10 claviers, mais c'est aussi le rapport entre deux chansons très connues, l'Internationale et la Marseillaise. Mais au départ du film, il y a le clavier entier qui joue, comme un cluster, on appelle ça un cluster. C'est ces blocs de notes qui deviennent la mélodie. Donc là, il y a un peu une approche sculpturale, il y a des notes qui tombent jusqu'à ce que ça dévoile la mélodie. Et la façon comment ça prend son temps et comment ça se partage après entre les gestes de l'humain, du musicien, et les gestes de la machine, du clavier qui joue tout seul. Après, c'est une façon de naviguer ce moment de declustering, de sculpter, de dégager les notes comme on dégage une forme jusqu'à ce qu'il y a quelque chose qui apparaît. Je vois ça dans une totalité. Voir, écouter quelque chose en le traversant un peu de tous les côtés.
J'ai développé aussi des projets où c'est le visiteur qui traverse un espace, mélangé avec le fait que les films viennent vers le visiteur. C'est un peu comme si l'espace venait vers le visiteur. Une contradiction qui est très intéressante, ça fait appel à une certaine approche ou une certaine pensée de philosophie, le passé, le présent, le futur. En fait, ils ne sont pas forcément chronologiques, c'est comme une projection. C'est la seconde du devenir. Pour moi, c'est vraiment je l'approche plus comme une seconde de devenir plus qu'une seconde d'éternité. Moi, je commencerai par dire quel est le rapport entre le son et le moment présent. Par exemple, du point de vue de neuroscience, on a découvert que le moment présent dans la musique est bien plus lent que dans la parole, que dans le langage. En 1 seconde, voire 2 secondes maximum, notre cerveau, quand on entend quelqu'un d'autre, on est capable de faire la différence entre quelque chose qu'on vient d'entendre, quelque chose qu'on est en train d'entendre et quelque chose qu'on anticipe. Alors que dans la musique, ça peut arriver jusqu'à 7 à 8 secondes. On reste dans cette continue du moment présent. Donc c'est cette potentiel qui a l'art à travers la musique de prolonger ce moment présent. Après, je pense que dans mon approche avec le son, donc la musique, c'est aussi pour moi un peu comme les rails du temps, comme une architecture du temps. Ça permet vraiment de composer le temps et de le déplier dans l'espace. L'échelle produit quelque part vient sculpter l'expérience qu'on a de quelque chose, même si c'est le même contenu, la façon comment on le met en scène grâce à une échelle qu'on choisit, ça va produire des effets qui sont souvent plus physiques ou moins physiques. Time No Longer par rapport à l'échelle qui produit un dialogue entre la coupole et ces formes cycliques, je pense que ça va rencontrer dans l'expérience du spectateur, quelque part à l'estomac, là où on sent différemment la gravité, où c'est peut-être le premier territoire dans notre corps où on sent la perte de gravité ou d'équilibre. J'espère que ça permettra de produire comme un paysage, une zone ou une géographie où les règles de gravité ne vont pas arrêter de changer. Dans la façon comment, à travers le film, le visiteur sent la présence de son corps dans l'espace, quelque part de vinyle qui flotte en face et la coupole qui flotte par-dessus. Cette série de dessins qui font dialoguer des gravures du XVIIe, XVIIIe siècle, ça correspond à la fois au temps, mais à la logique même le moment fort de colonialisme, de découvrir cette espèce, mais aussi de les mettre toujours à l'intérieur d'un cadre, dans une gravure, ce qu'on appelait le cadre de référence, et que c'est ce cadre-là qui permettait après de comparer entre les espèces nouvelles qu'on rencontrait lors de ces voyages. Et souvent, pour contenir ou pour représenter une espèce à l'intérieur de ce cadre, il fallait anatomiquement le plier, et souvent, je crois, plus au-delà des possibilités anatomiques de l'espèce représentée. Et moi, je fais la même chose avec des pays ou avec des notions géographiques ou des notions géopolitiques. Le fait de plier ces territoires, ça produit des tensions, ça laisse présupposer que ça peut produire des tensions. Enfin, en tout cas, une fiction de tension. Ça produit comme une mise en abîme dans l'expo, parce que c'est comme une expo dans l'expo, comme des aquariums qui vont autour de ces fragments de murs de ce périmètre qui à la fois nous est visible mais n'appartient pas à la même espace.
Pour moi, c'est très important que le visiteur il puisse avoir un accès aux pièces sans forcément connaître tout. C'est-à-dire vraiment de se laisser porter, voir légèrement avoir ces moments de la perte de la gravité quotidienne. Laisser le temps construire, laisser le temps de cette expérience construire. Quelque part, toutes ces pièces, elles sont là pas pour être vues comme des contenus, mais c'est pour cultiver à l'intérieur de chacun cette potentiel de l'intervalle, de l'opposition qu'on a en soi. Et en fait, presque toutes ces pièces, comme je l'ai dit avant, il y a une opposition à l'intérieur. Il y a une dichotomie, il y a cet intervalle, il y a cette syncopage. Donc, tout ça, ce n'est pas des choses que j'attends ou ni que j'espère, mais je pense que si ça arrive à cultiver un peu rapport de syncopage avec nous-mêmes, pour ne pas être tout le temps on the beat, ni vis-à-vis du contenu, ni vis-à-vis des formes d'art, ni vis-à-vis de ce qui nous est donné à voir ou à écouter. Je dirais, si je devrais choisir dans une liste, c'était ça, c'était cultiver ce rapport de syncope à l'intérieur de soi-même.